Vous êtes maintenant connecté à Point de vue, le podcast qui vous amène près du ring où chaque coup raconte son histoire. Cette semaine, je vais vous parler du combat entre Ryan Garcia et Devin Haney que vous avez vu en fin de semaine. Combat qui a failli tomber sous le radar avec l'annonce, la concrétisation du fameux duel entre Arthur Beterbiev et bien entendu Dimitri Bivol pour les 4 titres des mi-lourds et ça aura lieu le 1er juin à Riyad en Arabie Saoudite. On parlait très peu de Devin Haney et de Ryan Garcia. Même si Devin Haney est le premier champion 4 couronnes des légers avec sa victoire contre Vassil Lomachenko, il a quand même eu les titres, comme on dit, WBC, WBA, WBO et IBF des légers, qui est champion aussi de WBC des 140 livres. D'ailleurs, il l'est toujours, même malgré sa défaite contre Ryan Garcia. Je vais l'expliquer très peu dans quelques secondes. Avec une victoire contre Régis Prograis. Et on a senti, du moins, il y en a un qui a senti que c'était le temps de changer la façon de faire la promotion afin d'attirer l'attention sur le combat. Et ça, c'est Ryan Garcia, qui a vaincu Haney en fin de semaine. D'ailleurs, il y a eu une décision majoritaire. Il a envoyé Haney au tapis au 7e, 10e, 11e round. Oui, il a perdu un point pour frapper durant le break. Mais il a quand même vaincu Devin Haney, qui était invaincu, qui a 31 victoires et maintenant une défaite et 15 knockouts. Ryan Garcia est rendu à 25 victoires, 20 knockouts. Une défaite seulement quand il s'est fait démonter le 22 avril 2023 contre Gervonta Davis. Gervonta Davis, qui est l'actuel champion de WBA des légers. Et lui, il a toute une fiche. 29 victoires, aucune défaite, 27 knockouts. Isaac Cruz est resté debout devant lui, l'actuel champion de WBA des 140 livres. Et comme que je dis, Ryan Garcia a senti le besoin d'attirer l'attention sur le combat parce qu'on en parlait très peu, comme je disais. Ça a l'impression que ça allait passer totalement dans l'oubli, où oui, on allait le regarder, mais les puristes allaient le regarder, mais pas plus que ça. Il s'est passé quelque chose d'intéressant dans le milieu de la semaine. On était en haut de l'Empire State Building, faire la promotion, et Ryan Garcia, qui s'appelle lui-même, qui s'auto-proclame King Rai, le roi Rai, et ça, c'est sans, il n'a pas remporté aucun titre majeur, là. Il s'est même fait humilier par Davis. Oui, il a rebondi avec une victoire contre Oscar Duarte Jurado en décembre dernier, mais il s'est quand même fait humilier contre Tank Davis. Et c'était dur de remettre la valeur sur son blason après une telle défaite. Il avait parlé beaucoup. Davis avait agi plus dans le ring que Garcia était capable de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ryan Garcia a seulement 25 ans. Et quand tu te nommes roi et tu n'as pas eu de titre majeur, bien, les gens disent hey, « tu n'es pas un roi, tu n'as pas gagné de titre. » Mais dans le fond, tu fais essentiellement ça juste pour attirer l'attention. Et c'est une conversation avec Mike Desjardins que j'ai eue après la pesée, quand Ryan Garcia est arrivé avec une bière. Et il a bu une bière avec la pesée, il est arrivé 3 livres au-dessus. Je ne crois même pas qu'il y avait de la bière dans la bouteille. Je pense que tout ça est un show. J'avais dit à Mike, il joue avec Haney. Il joue avec Haney. Ryan Garcia va avoir l'avantage de la puissance à cause qu'il va être plus lourd. Et Devin Haney va se présenter dans le ring. Il va tenter de lui faire mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit en haut d'Empire State Building avec son père. On va le tuer dans le ring. If he dies, he dies. Il citait le fameux Ivan Drago de Rocky V en 1985, quand Ivan Drago avait descendu Apollo Creed en 2 rounds. Ouais, OK, c'est fictif, là, mais c'est quand même dans les faits cinématographiques. Mais on avait... D'ailleurs, Garcia avait aussi parlé de la mère de Haney. Puis ça, aux États-Unis, pour y avoir resté culturellement, quand tu parles de la mère de quelqu'un, c'est énormément insultant. Ici, on ne fait pas ça beaucoup. Mais à ce moment-là, j'ai vu que Garcia, puis là, Haney l'a poussé, puis Garcia s'est mis à rire. J'ai vu que Haney, j'ai l'impression que Garcia habitait dans la tête d'Haney. Il avait vraiment, vraiment fait perdre la carte. Et j'avais dit à Mike Desjardins, là, l'avantage est du côté de Ryan Garcia au niveau de la puissance. Et Haney va se ruer sur Garcia durant le combat. Il va totalement oublier sa défensive. Et c'est ce qui est arrivé. Je n'ai pas reconnu Devin Haney pendant le combat. Je ne l'ai pas reconnu du tout. Et il a réussi à faire de ce combat-là un des événements qu'on va le plus parler de l'année. Parce qu'il a réussi son pari. Ça, quand tu agis comme ça, par exemple, il faut que tu gagnes. Ça, c'est certain. C'est une affaire qui est incontournable. En ayant promis de le tuer, ben, il n'a pas réussi à le faire. Et d'ailleurs, quand il a poussé Ryan Garcia est allé sur Twitter, il a dit « Moi, je m'identifie comme une femme
Et dans le fond, ils viennent de faire un geste violent envers une femme. Ça n'a pas de sens, et ainsi de suite. Il a tout pris les moyens du bord pour jouer dans la tête de David Haney. Il a même fait... il a même établi le fameux pari. Il a dit à David Haney que celui qui arrive avec une livre de plus à la pesée va payer 500 000 de pénalité par livre. David Haney a dit, parfait. On va se serrer la main là-dessus sur ce bet-là, sur ce pari-là. Et à ce moment-là, David Haney était certain qu'il avait l'avantage psychologique sur Ryan Garcia. Et on avait même l'impression partout, et même moi au début, que Ryan Garcia avait perdu la carte. Un peu comme Oliver McCall, dont je porte le T-shirt, s'était effondré psychologiquement durant son combat, deuxième combat contre Lennox Lewis en 1997. Lui qui avait gagné contre Lewis en 1994, qui avait pris le titre WBC des lourds en 2 rounds. L'Atomic Bull avait fondu en larmes durant son combat contre le Lion britannique. Et on l'avait beaucoup critiqué pour ça. Et on a critiqué Garcia en pensant qu'il était en train de virer fou cette semaine. Et moi, à un moment donné, j'ai dit non, c'est trop évident ce qu'il fait. Je l'avais dit à Mike. Il y a quelque chose qui sait ce qu'il fait. Puis c'est là que tu réfléchis, tu regardes ça un petit peu de recul et tu te rends compte qu'un combat commence toujours avant le combat. Toujours avant le combat. Toujours avant la cloche sonne et même avant que le contrat soit signé. Les médias sociaux deviennent une arme de destruction massive pour jouer dans la tête de quelqu'un ou non, mais pour promouvoir un combat, oui. Tu vas insulter quiconque qui est dans l'entourage du boxeur, que ce soit la mère, la blonde ou quoi que ce soit, en espérant rentrer dans la tête de quelqu'un. David Haney s'est fait rentrer dans la tête. Et à la pesée, il était sûr que Garcia ne prenait pas la boxe au sérieux. Plusieurs personnes pensaient qu'il ne prenait pas la boxe au sérieux. D'ailleurs, le titre de l'UBC n'était même plus à l'enjeu parce qu'il était arrivé plus lourd qu'il devait l'être. D'ailleurs, RDS l'ont échappé celle-là. Si on dit que David Haney s'est fait battre, oui, c'est vrai, ça ils l'ont. Puis qu'il a perdu le titre. Est-ce qu'ils ont gardé le combat? Le titre n'était pas en jeu. Et d'ailleurs, le combat n'a pas failli avoir lieu, mais Ryan Garcia a gagné son pari. Est-ce que son but était vraiment de devenir champion? Je pense que Ryan Garcia se fout d'être champion ou non. Ce qu'il veut, c'est être populaire, qu'on parle de lui, devenir un incontournable, puis avoir le plus d'argent possible dans son compte en banque. Et ça a fonctionné. Et il a réussi quelque chose de plus grand que devenir champion de WBC ou champion de n'importe quelle association par conséquent. Il s'est instauré comme un incontournable de la boxe maintenant. Il s'est instauré comme le nouveau vilain de la boxe. Et ça, c'est un plus gros exploit. C'est une plus grande réussite que d'avoir devenu champion de WBC des 140 livres en fin de semaine. Maintenant, les gens vont vouloir le voir boxer par curiosité ou par tout simplement les fans de boxe veulent le voir boxer parce que c'est quand même un excellent boxeur ou, mais plus encore, en espérant le voir perdre. Comme on avait suivi Floyd Mayweather en espérant le voir perdre, comme on a suivi Mohamed Ali à ses débuts quand il était Cassius Clay en espérant le voir perdre, et comme même Tyson Fury pour plusieurs, en espérant le voir perdre. C'est pour ça qu'on va maintenant payer pour voir Ryan Garcia. Et ça, il vient de réussir un pari absolument monumental en fin de semaine, en ayant remporté contre David Haney. Puis je vais y revenir sur les gens les vilains de la boxe, parce qu'il y en a certains des vilains de la boxe dans les récentes années qui ont réussi à attirer l'attention avec leurs paroles et leurs gestes. Deontay Wilder, d'ailleurs, l'ancien champion de l'UFC des lourds, quand il avait battu Dominic Breazeale, il avait dit avant le combat « J'aimerais ça avoir un mort dans ma fiche. » Lui qui est un puncher absolument, un cogneur absolument redoutable. Je suis une main droite, mais il a quand même toute une main droite. Mais il avait dit ça. Il avait dit, il s'est instauré comme un vilain de la boxe. Et on voit ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui était intéressant avant le combat contre Garcia, c'est que il a démontré son excentricité aussi. Il est arrivé avec, il était dans son vestiaire avec un orchestre, comme s'il était un membre de l'aristocratie, un orchestre avec des violons et tout ça. Il est coloré. Il est coloré, puis il a réussi, en effet, à s'imposer de cette façon-là dans le monde de la boxe. Et ça me fait vraiment, vraiment rire, mais en même temps, il a attiré mon attention, puis il a attiré votre attention aussi. Puis il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a à peu près envoyé chez tout le monde avant le combat, incluant les fans, incluant vous, incluant moi. Et il ne s'est pas arrêté non plus après le combat.
s'est mis à critiquer, il envoyait promener Timothy Bradley, Chris Algieri, Mario Lopez, Steve Kim, en leur prouvant tort, en disant que moi, je suis le party à chaque soir, je bois à chaque soir. Ça, je ne le crois pas. En passant, je pense que tout ça est stratégique, parce qu'il n'aurait pas démontré, il n'aurait pas eu la performance étincelante qu'il y a eu contre Annie en fin de semaine durant 12 rounds. Il n'aurait pas eu toute cette énergie-là s'il avait bu à chaque soir. On sait que la bière, c'est incroyablement calorique et je le soutiens encore. Il n'y avait pas de bière dans la bouteille. Je suis à peu près certain de ça. Je ne peux pas le prouver, mais écoute, tu ne peux pas être en forme. Il s'est montré quand même en forme, mais c'était 3 livres over. Et on pouvait penser qu'il ne prenait pas ça au sérieux. D'ailleurs, on pouvait faire le parallèle avec Ricardo Matador Mayorga. Ricardo Mayorga, qui est un ancien champion unifié de WBC et de WBA des 145 livres, et ancien champion de WBC des 154 livres. Lui qui arrivait après ça, qui fumait durant ses entraînements, qui mangeait mal durant ses entraînements, qui fumait après ses victoires et mangeait du poulet frit devant tout le monde. On pouvait penser que c'était cette voie-là que Ryan Garcia allait prendre, mais je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout, puis je voyais durant le combat et avant que la cloche sonne, Annie était fou de rage. Il voulait vraiment y faire mal, mais comment tu peux faire mal à ton adversaire quand tu as 31 victoires et 15 knockouts? Tu n'es pas un cogneur. Il faut vraiment que tu gardes ton game plan et que tu le respectes à 100%. Tu ne gagneras pas en essayant de passer le knockout à un adversaire quand tu n'as pas l'avantage de la puissance. L'avantage de la puissance, c'est à Garcia. Mais ça, c'est un coup de maître de la part de Garcia. Et on peut s'attendre à ce que tous les gens vont vouloir épier les faits et gestes de tout ce que Garcia va faire à partir de maintenant. Il a réussi à éclipser l'attention du combat Beterbiev-Bivol durant une période d'environ presque 4 jours. Et ça, c'est quelque chose. Et maintenant, on va vouloir voir le nouveau vilain de la boxe, soit perdre, soit gagner, mais on va vouloir le voir. Ça, c'est certain. Puis, comme j'ai dit, il n'est pas intéressé nécessairement à devenir champion, il est intéressé à devenir ce qui est présentement un personnage controversé, coloré et méchant. Puis sur ça, il faut penser à ceux qui ont mené certains boxeurs jusqu'à cette voie-là. On va commencer par Mohamed Ali. Mohamed Ali, dans les années 60, est arrivé sur la scène, il a voulu se faire un nom. Lui qui était un grand fan de lutte, il regardait Gorgeous George, Pat Laprade peut en témoigner, il a vu que Gorgeous George se présentait comme un boxeur, comme un lutteur, excusez-moi, qui se disait plus beau, meilleur que tout le monde. Je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça. Lui qui rentrait avec la toune de Macho Man. Enfin, c'est pas Macho Man qui avait ça avant lui, c'est Gorgeous George qui était Pump Press and Circumstance. Et il se présentait comme un personnage plus grande nature et on payait pour venir le détester, on lui pitchait des pinottes. Et Ali a compris à ce moment-là qu'il était Cassius Clay. Les gens vont payer pour venir me voir, pour venir me huer. Ils vont me détester, mais ils vont payer pour venir me voir. Et il y a eu des victoires absolument étincelantes durant très tôt dans sa carrière. Puis d'ailleurs, il prédisait ses victoires en tel round. Contre Archie Moore, qui avait dit qu'elle allait le battre en 4 rounds, il l'a fait. Contre Sonny Banks, Cleveland Williams, Henry Cooper, qui a mené éventuellement son match des lots contre Sonny Liston. D'ailleurs, durant sa promotion contre Sonny Liston, il avait loué un autobus avec un microphone qui est venu l'insulter sur la peau de Liston. Liston n'avait pas du tout aimé ça. Il avait pris un revolver qui était chargé à blanc, mais il avait tiré vers Ali. Et là, ce coup-là, Ali avait vraiment eu peur. Mais on donne de quoi à Mohamed Ali qui a révolutionné la façon de promouvoir les combats. Il y en a eu un autre dans les années 80, parce que entre l'ère, quand Ali et Leonard étaient là, et que Tyson arrivait, entre Ali et Leonard et Tyson, il y avait Hector Macho Camacho, qui est arrivé avec des costumes flamboyants, que ce soit en homme de l'espace, en centurion romain, en pompier, en militaire. Il arrivait tout le temps avec des costumes. Et le Macho Man, comme il disait, it's Macho Time, était tout d'abord un boxeur qui était adulé de tous. Surtout que sa victoire contre José Luis Ramirez qui a 102 victoires, 5 défaites, 82 knockouts, ancien champion du monde des légers. Il avait dominé José Luis Ramirez dans la fameuse rivalité Puerto Rico et Mexique. Et ce qui est intéressant de faire, c'est que Camacho a affronté Edwin Rosario, s'est fait brasser solide, n'a pas aimé se faire brasser et s'est réfugié dans un style défensif. Et c'est à partir de là, on s'est mis à le détester parce qu'il n'était plus ce qu'il était avant. Mais il est devenu un vilain. Il s'est mis à insulter ses adversaires, s'est mis à vraiment les provoquer d'une façon odieuse, mais il avait toujours l'attention sur lui. Il a gardé ça longtemps, cette aura-là. James Toney.
ancien champion des moyens, des super moyens, des cruiserweight, avec une victoire vraiment étincelante sur Vassili Girov, le Tigre du Kazakhstan. Le Tigre du Kazakhstan qui a aussi gagné le trophée Val Barker en 1996 aux Olympiques à Atlanta et la médaille d'or. C'était un combat vraiment absolument superbe, Girov contre Tony. Tony, il disait qu'il insultait même ses adversaires dans son sommeil. il s'est mis comme un vilain de la boxe. Il y a eu Adrian Broner, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Adrian Broner a insulté tous ses adversaires. Il disait qu'il était le successeur de Floyd Mayweather Jr. Et il y a une chose, quand tu t'imposes vilain de la boxe, quand tu t'endosses ce rôle-là, il faut que tu gagnes. Et c'est pas ça qui est arrivé avec Broner. Broner, sa carrière allait monter très rapidement, mais a descendu rapidement avec sa défaite contre Marcos Maidana. D'ailleurs, Broner, durant ce combat-là, a utilisé des gestes sexuellement inappropriés envers Maidana et en a payé le prix par knockout. Il faut que tu gagnes quand tu t'imposes comme vilain. Sinon, tu vas perdre ce aura-là assez facilement. C'est pas la WWE. C'est pas scripté. Il faut que tu t'imposes. Il faut que tu l'emportes pour pouvoir continuer à amener ce genre de show-là. Il y a eu, bien sûr, le prince Nassim Hamed, avec ses entrées spectaculaires, en se disant qu'il était un prince. Même certains croyaient qu'il était vraiment un prince. Et lui qui arrivait avec l'arrogance des arrogances, qui choisissait ses adversaires, qui a même entré dans des guerres de religion avec les boxeurs mexicains, notamment Marco Antonio Barrera, en disant qu'Allah était plus grand que Jésus. D'ailleurs, je pense que c'est une grave erreur de mêler religion et noble art. Mais le prince Nassim Hamed était d'une arrogance née, mais il avait un grand talent. Mais quand il a commencé à choisir ses adversaires pour pouvoir maintenir cette aura-là, cette aura d'invincibilité, de magique, si on veut, il avait un énorme charisme, ben, on s'est mis à le critiquer. Mais il était quand même un vilain de la boxe. Davey Hilton Jr., on sait pour les raisons très évidentes, le bad boy de la boxe, les fameux Hilton qui se battaient dans les Tim Hortons ou Walmart. On sait que Davey Hilton ou le clan Hilton avait des liens très approfondis avec la mafia montréalaise, dont la famille Cotroni, que Davey Hilton a été reconnu coupable pour avoir agressé, abusé sexuellement de ses deux filles, qui sont aussi les deux nièces d'Arturo Gatti. Lui qui est un ancien champion de BBC des super moyens, qui a une victoire contre Dingen Tobella, qui a eu une trilogie absolument mémorable avec Stéphane Ouellet de 1998 à 2000. Il a gagné d'ailleurs 2 matchs de cette trilogie-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on peut voir aujourd'hui, on peut concevoir Davey Hilton comme le vilain dans cette histoire-là, avec tout ce qu'il a fait en dehors du ring. Mais il avait un magnifique talent. Et que Stéphane Ouellet était le humble, le héros d'une humilité incroyable qui venait, ça veut dire, sauver la boxe, si on veut, québécoise, en l'emportant le 3e combat en 2000. Sa meilleure victoire de sa carrière à Stéphane Ouellet en passant. Il y a eu Teofimo Lopez, qui est encore là, champion de WBO des 140 livres présentement, qui est un ancien champion unifié des légers. Teofimo Lopez qui a dit que je peux tuer quelqu'un dans le ring puis je vais m'en sortir. Un petit peu comme Donald Trump quand il a dit qu'il allait tuer quelqu'un sur la 5e avenue puis il ne perdrait pas un vote. La même chose. D'ailleurs, Teofimo Lopez avait célébré d'une façon inappropriée son knockout envers Diego Maldonado. La même affaire que Callum Plant a fait. Callum Plant aussi est un vilain de la boxe. Il avait fait le geste d'enterrer Anthony Dirrell quand il a passé le knockout au 9e round. C'en est un autre méchant de la boxe. David Haye, ancien champion de WBC, WBA, des Cruiserweight avec une victoire contre Jean-Marc Morbec. Il a ajouté le titre WBO, devenu champion 3 couronnes des Cruiserweight en battant Enzo Maccarinelli. Il a été champion des lourds en battant Nikolai Valuev, qui était champion de WBA. Donc David Haye prend la couronne de WBA. S'imposait aussi comme un boxeur absolument étincelant. Il faisait des déclarations et des affiches assez notamment inappropriées avec avait les 2 têtes des frères Klitschko dans les mains. Il s'était imposé aussi comme un vilain de la boxe. Tyson Fury, un bully arrogant, un mythomane narcissique qui se met à diminuer tous les boxeurs dans la division des lourds sans les affronter en disant qu'il est le meilleur, en disant qu'il est le meilleur lourd de tous les temps d'ailleurs, qui défend son titre 3 fois en 4 ans, qui dit des choses absolument inappropriées aussi. D'ailleurs, qui a failli perdre la face contre Francis Ngannou, qui s'est sorti 4 fois du combat contre Usyk et d'ailleurs, on ne sait pas s'il va le faire encore. Ça, c'est une affaire qui est certain. Tyson Fury s'est imposé comme un vilain de la boxe. Il s'en est pris aux fans aussi. Il s'en est pris aussi au gouvernement britannique. Quand il était à Riyadh Season, quand il était à Riyadh, avant le combat contre Francis Ngannou. Il avait dit que le gouvernement britannique ne l'a pas traité avec respect. Lui qui avait injecté des millions dans l'économie de Londres avec son combat contre Derek Chisora et ses autres combats. D'ailleurs, on ne l'a pas traité,
On ne l'a pas fait passer la queue plus vite pour rentrer dans l'avion et pouvoir voyager, ces choses-là. On ne l'a pas traité avec respect en Angleterre. On ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Il a même d'ailleurs demandé au roi Charles d'être empereur du nord de l'Angleterre. Il a poussé l'audace jusque-là. Ricardo Marioga, pour les raisons que j'ai mentionnées, bien entendu. Bernard Hopkins, ça c'est intéressant. S'est imposé comme un des vilains de la boxe aussi. Lui qui avait pris le drapeau de Félix Trinidad, le drapeau de Puerto Rico, devant la face de Félix Trinidad, il l'avait jeté par terre. Il avait, en conférence de presse, où c'était empesé, il avait dû se sauver parce que la foule portoricaine et Trinidad s'était mis à courir après lui. Bernard Hopkins ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des commentaires racistes envers Joe Calzaghe. On disait qu'il ne laisserait jamais un white boy le battre. D'ailleurs, Teofimo Lopez aussi avait des commentaires racistes envers les gens d'ESPN en disant « Vous pouvez garder vos boxeurs noirs. » Mais ça attire l'attention, mais il faut que tu gagnes. Floyd Mayweather Jr., un des plus célèbres, qui montrait son argent, qui a eu énormément de succès dans le ring. Des victoires contre Diego Corrales, Arturo Gatti, Genaro Hernandez, Oscar de la Hoya. Un boxeur d'un talent incroyable. José Luis Castillo. D'ailleurs, il aurait dû perdre le premier combat, mais néanmoins, Juan Manuel Marquez. Et mon Dieu, il en a battu. Angel Manfredi, il en a battu tellement. Bon boxeur. Il en a battu tellement de bons boxeurs, Floyd Mayweather Jr. D'ailleurs, Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, littéralement, s'est fait brasser de tout bord, tout côté par Floyd Mayweather Jr. qui l'a humilié. Selon moi, il l'a pendant les 12 rounds en 2013. Floyd Mayweather Jr. arrivait avec son argent, montre tout le temps son argent, montre à quel point il est supérieur monétairement envers tout le monde. Et dans une émission qui était à ESPN, pour démontrer, pour avoir un consensus sur lesquels étaient les plus grands boxeurs de tous les temps, il y avait une liste de certains boxeurs. Mohamed Ali était dedans, Mike Tyson était dedans, Joe Louis. Il y avait Henry Armstrong puis Sir Sugar Robinson et il a osé prendre son nom sur une affiche et mettre sans hésitation en haut de celui de Sugar Ray Robinson et Henry Armstrong. C'était on en parle encore aujourd'hui. C'était d'une odieuse arrogance. Mais Floyd Mayweather s'est imposé contre un méchant de la boxe. Les gens le payaient pour venir le voir perdre. Et maintenant, on a Ryan Garcia. Est-ce que je le compare au talent de Ali? Ali, lui, qu'on disait de lui en passant, qui était le mouth of the South. Les Louisville Lips. Les lèvres de Louisville, qui parlent trop. Mais il parlait, oui, mais il livrait dans le ring. Il y a des victoires contre Sonny Liston et George Foreman. 2 boxeurs qu'on réputait invincibles. Des victoires contre Ernie Shearers, Ron Lyle, 2 contre Joe Fraser. Il a repris un 3e titre des lourds en vainquant Leon Spinks. On peut dire que Mohamed Ali, il a vaincu Jerry Quarry, 2 fois George Chuvalo. Il backait ce qu'il disait. Il appuyait ce qu'il disait dans le ring. Et ça faisait fâcher les gens. Lui qui est devenu plus tard un héros des droits civiques pour le droit des Noirs dans les années 70, quand l'opinion publique s'est tournée contre le gouvernement à propos du Vietnam. Lui qui était vu comme quelqu'un qui avait évité le Vietnam et maintenant qui était vu comme un symbole anti-guerre, anti-Vietnam et pro-noir. D'ailleurs, il disait aux Noirs d'être « Soyez fiers de vous. Vous êtes beaux. You're black and beautiful. » Puis il avait absolument raison. Il est devenu un personnage plus grand que nature, mais avant, il a commencé sa carrière en étant un heel. On en a un nouveau maintenant. C'est plus Tyson Fury, c'est Ryan Garcia. Et on va vouloir vraiment voir la suite. Parce qu'il y en a eu d'autres. J'ai oublié Derek Chisora, qui a déjà battu son ex en lui donnant des tapes ses fesses tant qu'à 5, qui avait craché dans le visage de Vladimir Klitschko, qui avait été erratique et qui s'était rué sur David Haye dans une conférence de presse après avoir été vaincu par Vitali. Il était fait knocker en 2 coups. Il y en a eu certains vilains de la boxe, on a parlé beaucoup. Mais on va parler de Ryan Garcia. Dans les prochains combats, ça va être intéressant. Il va vraiment devenir un incontournable de la boxe. On va vouloir le voir gagner, perdre ou peu importe. Et on va suivre exactement tout ce qu'il dit. Comme un peu Jake Paul a fait aussi. Mais Garcia a vraiment poussé la note plus loin que je pensais. Et il a réussi son pari. Non, le titre n'était pas en jeu. Il n'était plus en jeu. Mais il n'y en a absolument rien à foutre de ça. Il va y avoir d'autres occasions parce que quand tu te mets dans ce rôle-là de vilain, tu deviens, comme je dis, un incontournable. Et là, les boxeurs vont vouloir venir t'affronter parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent impliqué.
beaucoup de monde vont vouloir payer pour venir te voir boxer. D'ailleurs, Isaac Cruz, le Pitbull, champion de l'WBA des 140 livres, voudrait affronter tout de suite Ryan Garcia. Ça pourrait se faire. Peut-être Davis va chercher un rematch aussi. Mais ça va être intéressant de voir vraiment ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Sur ce, fan de boxe, c'était le point de vue. Mon point de vue, votre point de vue, notre point de vue. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée.